Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième réseau d'apprentissage professionnel pour le nouveau cours décloisonné mathématiques 9e année. Mon nom c'est Pierre Campeau, je suis responsable de l'apprentissage professionnel à la DFO et aujourd'hui, je suis accompagné de Éric Génier qui est notre personne ressource pour le projet, directeur à l'école Collège catholique Mare-Bleue à Orléans et Dr. Christine Surtam qui est à l'Université d'Ottawa. Alors, bienvenue à tout le monde. Et puis, on va commencer comme d'habitude avec la reconnaissance du territoire. Alors, je reconnais que je me retrouve sur le territoire ancestral de nations qui font partie de plusieurs nations regroupant plusieurs peuples, qui sont les détenteurs légitimes des droits sur cette terre, foyer de nombreux peuples, des Premières Nations, des Inuits et des Métis. J'exprime ici ma gratitude de pouvoir travailler et apprendre sur ce territoire dans un esprit de partage. En tant qu'éducateurs et éducatrices, il nous incombe de comprendre et de redresser les torts historiques causés par le colonialisme dont les efforts sont toujours ressentis. Nous avons la responsabilité individuelle et collective de faire acte de réconciliation avec la terre et les peuples qui y vivent. Alors, si vous voulez, vous pouvez, dans le clavardage, indiquer sur quelle terre vous vous trouvez et en même temps nous dire bonjour et de quelle région vous êtes aujourd'hui. Alors, je cède la parole à mon ami Éric. Aujourd'hui, c'est un réseau d'apprentissage professionnel. Ce n'est pas un webinaire, donc on aimerait bien avoir votre participation. Je vois qu'on a déjà plusieurs personnes, 16 personnes qui sont avec nous, alors c'est super. Dépendant du nombre de personnes, on décidera si à un moment donné, on va dans des salles de travail individuelles ou si on reste en grand groupe, mais on espère que vous allez participer et nous faire part de comment vous vivez ce nouveau cours-là, puis comment ça va dans vos écoles. Alors, M. Génier, la parole est à toi. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, il me fait plaisir d'être avec vous pour le deuxième réseau dans la série de trois, dans une série de trois. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on voulait vous rencontrer avant le début du prochain semestre ou du prochain quadrimestre, en sachant que plusieurs d'entre vous avaient soit déjà vécu un peu une expérience avec le cours décloisonné, mais en sachant aussi que la majorité d'entre vous allait entamer ce nouveau cours dans votre école pour une première fois au prochain semestre. Donc, ce qu'on a tenté de faire, c'est de repérer quel genre de questions les enseignants vous posent présentement par rapport à l'enseignement du cours. Et nous allons échanger autour de ces trois questions. Donc, premièrement, comment pouvons-nous aider les enseignants à se familiariser avec le nouveau contenu du cours? Comment est-ce qu'on peut les aider à mesurer l'ensemble des attentes du nouveau curriculum en n'en laissant pas tomber? Et que pouvons-nous suggérer aux enseignants pour les aider à répondre aux besoins diversifiés des élèves en classe? Donc, comment est-ce qu'on peut les aider à différencier en salle de classe? Et par la suite, au niveau des objectifs d'apprentissage, nous allons faire la conclusion et on va vous annoncer la date et la thématique du prochain réseau. Encore, je tiens à préciser que l'ensemble du contenu qui va vous être présenté aujourd'hui va être en français. Moi-même, Pierre, on parle français. Ma collègue Christine Surtam va présenter en anglais, mais comprend très bien le français. Donc, vous pouvez toujours adresser vos questions en français. Je peux les traduire pour Mme Surtam et elle va réagir en anglais. Et au besoin, je vais traduire la réponse. Donc, aujourd'hui, au niveau des types d'enjeux ou de défis devant le changement actuel, donc, nous avons repéré quatre catégories de défis, donc des défis conceptuels. Donc, on a une difficulté à comprendre quels sont les fondements du décloisonnement, donc le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Okay? Donc, pourquoi c'est nécessaire? Il y a des défis pédagogiques, donc difficulté à créer et adopter des pratiques d'enseignement et d'évaluation permettant à gérer une classe décloisonnée, donc une classe où est-ce qu'on a des profils d'élèves différents, donc le comment. Il y a des défis culturels, comprendre et expliquer l'impact du changement au personnel et aux communautés. Donc, on parle ici des parents aussi. Donc, c'est sûr que le pourquoi est au niveau
oui, des enseignants et de nous, mais aussi les parents, les élèves ont des questions et ont parfois des deuils à faire par rapport aux anciens cours. Et il y a des enjeux politiques. Donc, uniformisation des pratiques réflexives opérationnelles suite aux nouvelles politiques de la province, du conseil et de l'école. Donc, des enjeux possibles. Donc, présentement, vous vous posez peut-être déjà les questions ou il y a des enseignants qui vous posent les questions au niveau du conceptuel. Peut-on vraiment répondre aux besoins de tous les élèves d'une même classe? Est-ce que c'est possible? Je ne peux pas enseigner ce programme cadre avant d'avoir rattrapé les retards parce que là, c'est sûr qu'on est en train de vivre, mon Dieu, la pandémie pour une deuxième année de suite, mais en plus de ça, la pandémie a fait en sorte qu'il y a des retards qui se sont accumulés. Donc, le personnel peut voir le curriculum et dire ben, mes élèves ne sont pas à niveau. Au niveau de la pédagogie, je n'ai jamais enseigné le codage. Où puis-je trouver des ressources? Okay? Combien de temps dois-je passer sur la modélisation mathématique? Où puis-je retrouver des exemples de tâches riches et complexes, donc sans plafond ni plancher, en français? Culturel, mon enfant sera-t-il prêt pour l'université si d'autres l'empêchent de progresser dans la salle de classe? Donc, est-ce que mon enfant va être prêt? Est-ce qu'on le prépare adéquatement? Mes enseignants de 10e année veulent que je me concentre sur l'algèbre et que je mette de côté la littératie financière parce que c'est sûr que présentement, le programme de 10e n'est pas encore mis à jour. Donc, il y a des pressions aussi là, au niveau de la culture d'école. Au niveau des politiques, le cours de 10e sera-t-il modifié dans le futur? Pourquoi pas maintenant? Donc ça, c'est des choses qu'on ne contrôle pas, mais on attend justement les ressources du ministère. Quand le ministère fournira-t-il plus de ressources pour le cours de 9e? Donc ça, c'est tous des enjeux que vous avez déjà entendus ou que vous entendrez prochainement. Donc, au niveau des moyens, donc au niveau du conceptuel, vous pourriez avoir des discussions, des lectures, des vidéos, des temps d'apprentissage, des ateliers, des webinaires, des ressources au niveau de la pédagogie. Culturelle, donner du temps de communication, de dialogue, donc du temps de cap. Malheureusement, présentement, je sais que ce n'est pas évident. Et au niveau des politiques, discussion avec les décideurs politiques. Donc, comment est-ce que vous pourriez aider les enseignants à se familiariser avec le nouveau contenu à enseigner? Oh, pardon, donc sur mon écran. Donc, voici des questions qu'on entend. Je vais juste toutes les afficher. Donc, comment est-ce que vous pourriez aider les enseignants à se familiariser avec le nouveau contenu à enseigner? Donc, on vous projette des exemples de questions. À ce moment-ci, Pierre, je ne sais pas si tu serais à l'aise, mais est-ce qu'on pourrait ouvrir le forum pour voir s'il y a des gens qui ont déjà des idées à ce niveau-ci? En fait, les gens ont juste ils peuvent participer, ils peuvent parler, ce n'est pas un webinaire, donc ils ont juste à enlever leur micro, ils pourraient lever la main, puis on pourrait laisser les gens parler, puis s'ils parlent, ce serait cool qu'ils allument leur caméra pour qu'on les voit. Excellent. Allez-y pas tout en même temps, là. Comment aider les enseignants à se familiariser avec le nouveau contenu? Donc, beaucoup des aspects financiers n'ont rien à voir avec les mathématiques. Je n'enseignerai que les mathématiques. Ça, on l'entend souvent. Donc, les mathématiques pures. Donc, je n'irai pas en littératie financière. Le collège, c'est nouveau. Je veux aligner mon cours pour que les élèves soient prêts à la 10e année. Je n'ai pas de connaissances sur la façon dont les autres cultures ont développé les mathématiques. Dois-je faire toutes ces recherches? Je ne suis pas professeur d'informatique. Je ne sais pas par où commencer avec le collège. Bonjour, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, Martin. Bonjour. Oui, merci. Donc, nous, à la base, les conseils scolaires, via l'équipe des services pédagogiques, donnent un soutien pour les enseignants. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place. On a donné les conditions gagnantes aux enseignants pour qu'il y ait du temps pour se familiariser avec le nouveau contenu, avec des gens qui avaient déjà aussi pris du temps pour réfléchir là-dessus. Et avec quel conseil, Martin, encore? Conseil scolaire Viamont. OK, merci. Les enseignants ont été libérés en soirée et payés des journées de travail. Comme on manquait de suppléants et tout ça, on a fonctionné de même. Puis au niveau du feedback que vous avez eu de ces enseignants-là, est-ce qu'ils ont apprécié? Est-ce qu'ils se sentaient plus aptes à attaquer tous les aspects du curriculum? Avez-vous eu du feedback? Je vous dirais que mon équipe en mathématiques sont très solides. C'est des enseignants chevronnés qui enseignent depuis longtemps les mathématiques
Et présentement, dans ce qu'on a présenté juste avant, là, donc le problème n'est pas du tout au niveau de la familiarisation à l'étape de mon école. C'est beaucoup plus sur le pourquoi. Là. OK. Puis as-tu senti qu'il y avait comme un buy-in de ces enseignants-là une fois qu'ils ont compris le pourquoi? Je dois vous avouer qu'ils n'ont pas encore compris le pourquoi. OK. Non, c'est bon qu'on le sache. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vivent les mêmes genres de défis que Martin? Ben, moi, je suis à Ottawa, puis ce qu'on a fait, parce que là, on avait le feeling qu'on allait être en quadrimestre, on a fait en sorte que tous nos cours de 9e année ne soient pas dans le premier quadrimestre. Fait que nos enseignants de 9e année ont commencé à l'enseigner au 2e quadrimestre. Ce qui a permis, on les a libérés là, 4 journées dans le mois de septembre puis dans le mois d'octobre. Une de nos 2 enseignantes est allée à des instituts pendant l'été, était plus préparée. On a un enseignant un petit peu moins, disons, sur la coche par rapport à ça. Mais là, en ce moment, les 2 profs sont à 2 sur 2, fait qu'ils enseignent toute la journée. Là. On n'a pas trop de feedback. Il y en a une, ça va quand même assez bien. L'autre, il y a la boue dans le toupette. Beaucoup d'élèves en échec par rapport à ce côté-là. Puis, les profs à notre école comprennent, parce qu'on les a beaucoup vendus, les cours, par rapport à des cours, non, ben, il n'y a plus la filière théorique puis appliquée, mais on leur a dit, ouais, mais les élèves, depuis, ça fait 10 ans, là, de maternelle, jardin jusqu'à 8e année, que ça a tout le temps été comme ça. Fait que pour l'élève, ça ne change absolument rien. La seule chose que ça change, c'est pour toi, l'enseignant. Fait que ça, les profs à notre école l'ont bien compris. Puis, on commence à avoir de plus en plus d'ouverture par rapport à cet effet-là. Parce que ça va bien. Puis les profs, mais là, ils ont la boue dans le toupette. Merci pour ton partage, Olivier. Tu es au CE-CCE, c'est ça? Oui. OK. Je vois la main à Tania et à Yves. Je peux y aller. Oh, vas-y, Yves. Je pense que tu étais là avant moi. Il est en sourdine, Yves. Ah, on ne l'entend pas. Vas-y, je reviens. Ah, on t'entend là. Ah, OK. Donc, je voulais juste indiquer que j'avais beaucoup apprécié la dernière diapo parce que c'est en effet les questions presque mot pour mot. Là. Je me demandais si on avait sondé chez nous. Et puis, on ne parlera pas du timing et tout ça. Puis, je suis désolé, j'ai manqué le tout début de cette présentation, mais on ne parlera pas du timing de cette mise en œuvre et tout ça, en période de pandémie, tout ça. Donc, on tente de lancer du nouveau dans une période pas mal déstabilisée. Moi, je suis codeur informaticien par métier là, d'enseignement et tout. Donc, que ce soit un avantage ou un désavantage pour mes enseignants, j'ai pu faire le tour avec eux de la pensée computationnelle, puis le lien, l'intention derrière tout ceci. Ça a beaucoup aidé le pourquoi. La question revient à la quantité de contenu dans le programme cadre, comment s'y prendre, comment est-ce qu'on rentre ça dedans. Puis beaucoup de questions autour de « ben j'ai jamais fait ça, je ne suis pas à l'aise, on se lève les mains. » Et puis, bon, donc on a fait des explications ensemble, on a fait on a pris des situations, on a simulé, si vous voulez. Puis j'ai fait le tournée en salle de classe, tu sais, j'ai fait faire du mentorage, faire des suivis, des observations. Et de toute beauté, je voyais des choses qu'on faisait avec Google Sheets, des choses que je voyais dans Scratch. Et puis, ils ont saisi, mais c'était une question de temps. Donc, c'était la réaction initiale. Puis, je pense qu'en allant de l'avant, ça va se placer. Mais la question du pourquoi, les liens à faire entre, pourquoi est-ce qu'on veut intégrer le codage puis faire le lien entre les deux. Puis j'ai eu la discussion avec eux, j'ai dit, regardez l'université, les collèges, etc. Le département d'informatique est lié à quoi? Bien, dans la majorité des cas, c'est au département de mathématiques. Il y a un lien intime entre les deux. Donc, en tout cas, c'est le contexte. Puis j'apprécie énormément les questions, puis c'est de les rassurer à ce niveau-là. Puis là, c'est le temps. Il faut absolument leur donner le temps. La dernière personne, je pense, Olivier, qui avait parlé, il disait qu'on avait pu libérer les gens un peu pour aller se former, puis juste explorer, puis passer du temps. C'est du nouveau pour eux. Puis c'est les enseignants ont de la misère à voir ou à se voir enseigner la mathématique dans un contexte
de codage. C'est ça sur laquelle j'ai mis l'emphase avec mes enseignants. Je leur ai dit, ce n'est pas nécessairement le codage que vous êtes en train d'enseigner, c'est de la mathématique dans ce contexte-là, la question d'itération, la question de pensée séquentielle, de résolution de problèmes, etc. Donc, lorsqu'ils ont commencé à résoudre certains problèmes, c'était de toute beauté, puis là, ils ont été beaucoup plus loin avec ça rapidement, là, mais c'était juste de passer la première obstacle. Wow, merci beaucoup, Yves, pour ton partage. Tu es dans le nord, je pense, hein, Yves? Non, en fait, je suis complètement dans le sud, sud-ouest. Ah, excuse-moi. Non, c'est beau. Tu es à Providence? C'est ça. OK, super. Merci. Tania? Oui, bonjour. Yves a dit une partie, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que mon équipe, ils vont commencer à enseigner le 2e semestre, le cours de 9e année. Et puis, le commentaire que j'entends le plus, ce n'est pas le pourquoi, ils comprennent le pourquoi. C'est une équipe solide avec le codage aussi. C'est le volume. Ça, c'est qu'est-ce qui leur préoccupe le plus, c'est le volume à enseigner et comment le faire avec le temps qu'on a. Ça, c'est le commentaire que je reçois souvent. Les 2 participent à la formation demain. Ça, c'est une autre chose. Le conseil offre des formations, puis demain, il y a une formation. Les 2 sont là, sont inscrits, mais ils voulaient attendre jusqu'à la dernière minute parce qu'ils doivent enseigner le 1er semestre, puis ils ont des nouveaux cours. Ils prennent soin de ça. Là, ils essayent de se préparer pour le 2e semestre. Ça, c'est vraiment la préoccupation numéro 1. C'est le volume du nouveau curriculum. Et c'est tout. Merci, Tania. Tania est à Marc-Garneau, au CEPO à Trenton. Oui. Excellent. José. Bonjour, José. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Oui, c'est ça. Moi, je travaille à l'école virtuelle du CEPO. Et puis, c'est ça, nos cours de 9e année vont débuter à partir du 31 janvier. Nous, ce qu'on se questionne, oui, on a eu les mêmes questions comme le codage, tout ça. Nous, ce qu'on se questionne, on est en train de réfléchir encore, est-ce que la forme, comment est-ce qu'on va l'enseigner? Est-ce qu'on va utiliser le spiral? Est-ce qu'on va aller de façon normale ou on va faire un petit spiral? Donc, nous, c'est là qu'on est rendu, c'est la stratégie pédagogique qu'on va utiliser pour enseigner le cours. J'ai 2 enseignants qui sont quand même, une qui est très chevronnée, l'autre qui veut beaucoup. Et puis, c'est une question où on est en train de se questionner sur ça. OK, merci pour ton partage aussi. On continue, Éric? Oui, merci beaucoup à tout le monde qui ont partagé leur expérience. Donc, écoutez, au niveau des nouveaux contenus et des contenus qui pourront être adaptés, donc pour les enseignants, ça c'est peut-être de la répétition pour vous, mais il y a le codage, il y a la littératie financière, la modélisation mathématique, puis il y a les apprentissages socio-émotionnels adaptés à la culture. Donc ça, c'est vraiment les nouveaux contenus. Au niveau des contenus qu'il va falloir qu'on adapte au cours décloisonné, donc, il y a les caractéristiques des fonctions, il y a l'ensemble de nombres et de concepts comme l'infini, les limites et la densité et les relations géométriques, propriétés des cercles et des triangles. Okay? Donc, ça, c'est du contenu à adapter en salle de classe. Comment aider les enseignants à se familiariser? Avec le nouveau contenu, c'est naturellement, je pense que vous l'avez déjà dit, favoriser la collaboration entre les enseignants pour arriver à une compréhension commune. Du nouveau contenu, encourager le réseautage et l'échange de ressources relatives au nouveau contenu. Je pense que l'échange de ressources et le réseautage va être crucial, considérant que la majorité d'entre vous, vous le savez, les enseignants qui enseignent un réel cours décloisonné, ça demande beaucoup de planification, de préparation, donc d'encourager cette pratique. Discuter avec les enseignants de diverses façons de relier le nouveau contenu pour une approche en spirale, comme le disait José. Donc, si c'est ce que vous optez de faire, donner l'accès à des ressources et des exemples concrets. Il y en a pas autant qu'on voudrait, mais il y en a quand même. Donc, leur donner ces accès-là puis faire preuve de leadership partagé avec les chefs de secteur, les spécialistes de curriculum. Je sais que dans mon école, présentement, j'ai autant des enseignants de sciences que de maths qui enseignent les cours de maths 9e. Puis, je pense que c'est gagnant parce que ça fait que 2 secteurs, donc 2 RUA, donc 2 RDD, qui réfléchissent au décloisonnement. Puis, c'était stratégique aussi parce que l'an prochain, comme vous le savez, le cours de sciences sera décloisonné.
OK? Puis je pense que ce qui n'est pas mis là-dedans, mais c'est essentiel, je pense que Christine va en parler tantôt, c'est de faire attention au dialogue de, ben ça, c'est des mathématiques pures, puis ça, c'est des choses qui ne sont pas importantes. Non, si c'est au curriculum, c'est que c'est important. Puis, on fait souvent le parallèle avec le cours de sciences. Ben, les profs de sciences qui vont enseigner bio, chimie, physique, mais qui vont laisser tomber sciences de la Terre et de l'espace, puis donc des domaines qui sont vus comme étant moins sciences pures. Mais ici, ils sont là, c'est intentionnel, c'est important de les enseigner. Bon, mais Pierre, si ça te va, on peut poser la question, peut-être réouvrir le micro, qui serait fait en breakout, mais je pense que ça va bien présentement en grand groupe. Donc, comment avez-vous répondu à cette question lors de la mise en œuvre? Donc, comment aider les enseignants à se familiariser avec le nouveau contenu? Est-ce que vous avez encore des questions ou des difficultés? Donc, peut-être qu'ici, la question s'adresse plus aux gens qui l'ont vécu ou qui ont déjà entamé des étapes. Donc, je veux savoir comment est-ce que ça se passe, puis est-ce que vous avez encore des questions par rapport au contenu? Caroline a mis un commentaire dans le clavardage. À Garneau, tous les enseignants de mathématiques ont enseigné un cours W. Alors, ça a engagé tous les enseignants du secteur et a dit que c'était très gagnant. Excellent. Bon. Moi, je vais y aller. Fait que mise en œuvre, là, nous, ça, j'en ai parlé tantôt, comme ils n'ont pas eu de cours au premier quadri, là, il y en a un cours au deuxième quadri. Puis les autres cours, ensuite, je vais avoir mon lead mathématique qui va être synchronisé avec les enseignants. Fait qu'il y a cet élément-là. Où est-ce qu'on a des difficultés? C'est qu'on a beaucoup de jeunes, c'est un petit peu un élément de pandémie, qui sont en échec en ce moment dans le cours 1W en mathématiques. Puis là, on se pose des questions parce que c'est des élèves qu'on avait recommandés en échelon local qui sont allés dans le cours 1W. Puis l'enseignant, il est débordé, fait qu'il avance quand même, là, mais on a notre équipe de la réussite puis des éducateurs qui sont là en backup. Mais il y a toujours cet élément-là, que le cours échelon local, on a aussi un cours tremplin qui se donne aussi à notre école, qui continue. Fait que c'est plus pour nos élèves en grande difficulté qu'on a un petit peu de la misère à les accrocher. C'est une excellente question puis réflexion, Olivier, ça, parce que c'est justement, c'est que là, ils sont dans le cours décloisonné, puis c'est à quel point qu'on continue à y aller pour une récupération de crédit ou peu importe en MTH 1W versus le mettre en échelon local, puis c'est quoi l'impact d'avoir le cours échelon local à cet âge-là. Donc, je pense que ce sera les questions qui tueront lors des prochaines années. Donc, le but, c'était d'ouvrir, mais si le seul outil du pari, c'est l'échelon local, ben pas le seul, mais si un outil, c'est l'échelon local, c'est d'être autour des tables comme leader pédagogique, puis au moins poser les bonnes questions, s'assurer qu'on a tout fait pour que ce jeune réussisse. José, t'avais-tu une intervention? Peut-être, Pierre, que c'est une vieille main pour José? Probablement. Ouais, d'accord. Oui, désolé. Non, mais pas de problème. Donc, parfait. Juste peut-être mentionner, je viens juste de mettre moi dans le clavardage parce que je porte plusieurs chapeaux là, dans ma vie de retraité. Un des chapeaux que je porte est au Centre Franco, puis on va offrir, parce qu'on a parlé là, où est-ce que je peux trouver des ressources, où est-ce que je peux trouver. On est en train de développer la ressource pour le cours de 9e année. Ça va s'appeler Pensons mathématiques. Alors, il y a une des personne qui a élaboré ce cours, qui est en train d'élaborer le cours, qui va présenter un institut d'hiver le 2 mars à 19h30. Alors, si vous allez au site du Centre Franco, vous pouvez aller vous inscrire. Il y a beaucoup de places. Les inscriptions viennent juste d'être affichées là, pour les instituts d'hiver. Alors, ça peut être une bonne chose pour vos enseignants d'aller à cette formation-là. Pour votre info. Merci beaucoup, Pierre. Donc, maintenant, je vais céder la parole à ma collègue Christine pour la deuxième question. Christine? Merci. Merci. Donc, comme Eric a dit, je vais parler en anglais, mais je comprends français et je peux adresser des questions en français. So, I've been doing quite a bit of work with teachers over the fall session, working in sessions with them, meeting with different school boards.
I think some of the kinds of questions and things that emerge in some sense surprised me. And one of them really was about them trying to think about which questions, which aspects of the curriculum do I actually need to address? And I think some of you have mentioned that there's quite a bit there, and possibly because that's new, and I think teachers will find a way to address it. But maybe, Eric, you could just hit so that we see all 6 questions that are up there. That would be great. Because what some of them were starting to talk about, and I heard one teacher say this, I think I'll only do the math parts. And I think I was somewhat surprised by that, because to me it's all math. But I think that they were thinking about, I think that I will only address those parts that they need for grade 10. And so it somewhat surprised me. And I think that, we need to think about how to help to support them so that they're actually addressing all of the curriculum. We don't know. We know that grade 10 might not change too much next year. There'll be an addendum, but we have no idea where that's going. So sometimes I think it has to do with the previous question that we're addressing, that there might be content that they're unfamiliar with, but it could be any other things. One thing that I kind of like to keep in mind is that actually we're not just preparing students for grade 10, we're actually preparing them for life. And to say I'm not doing financial math because it's not in grade 10 basically says then they're not going to get it. The fact that it's not in grade 10 is all the more reason to do it in grade 9. It might be our last chance at it. So these kinds of things emerge, and I think it's, teachers are overwhelmed. I mean, they're in the middle of the curriculum, in the middle of a pandemic as well. So if we go to the next slide, we could talk about what are some ways to help to address that. Because another one that I see teachers kind of avoiding are those curriculum expectations that really are about bringing different cultures into mathematics. So under number, under algebra, there are expectations that ask teachers to have students find an aspect of number or algebra and see how is that concept developed in a different culture. And these are really important expectations. So how do we help teachers address them? Well, we can provide resources and opportunities for teachers to create rich problem-solving tasks that touch on big ideas and overall expectations. I know you were talking about should teachers be approaching this in sort of a traditional fashion of one topic after another, or more of a spiral. And we see that actually when they use a rich task that pulls in many different strands and expectations, it makes it easier to actually be able to manage that volume of curriculum. Because we can combine curriculum expectations. And that idea of reinforcing that it's not some expectations are more important than others, that really we need to be addressing the overall curriculum, the overall expectations, and they really need to be able to think for financial literacy. The idea of coding is a way to help them investigate mathematical ideas like iteration and variables. We're not just teaching coding so that they can go out and create apps on their phones, right? We really are teaching it as a way for them to explore mathematical ideas. It's not coding for coding's sake. And more of that coding can take place later if they take computer science. So it's having those discussions about addressing the curriculum and why some of those things are there. It's not just about preparing them for the next grade. And I think that they have a disadvantage as grade 9 teachers. The elementary teachers were able to see the continuum of the curriculum. They were able to see how grade 6 goes to grade 7, goes to grade 8. But sometimes it's harder for grade 9 because they're only looking at that one new course and kind of in isolation. So I would encourage them to look at, there is on the ministry website, one of the resources with the grade 9 curriculum is this table that actually shows them the alignment between grade 7, 8, and 9, and they can see how these ideas build. So if a teacher in grade 9 either isn't sure themselves about how to teach coding, or if they feel as though their students aren't ready for those expectations,
I'll say what I say to the elementary teachers, go back. Of course, if the student hasn't had coding from 1 to 8, they're probably not ready for those grade 9 expectations. Maybe you've got to go back to the grade 5 expectations and build from there. And of course, given that the students are older, they can build more quickly. So it really is thinking about that idea of a continuum. And sometimes there are concepts put in a particular grade because they lead to the next grade, or sometimes they're put there because they're developmentally appropriate. And this is an important thing that students need to learn, whether it's carried on or not. So I find that this particular continuum, 7, 8, 9, really is helpful. And I would even encourage teachers to look back on the 1 to 8 continuum, because there are lots of images of that curriculum that show how the concepts are built over time. So if we go to the next slide, I'll turn it back to Eric and Pierre to pose some of these questions, really, in terms of how have you responded to this question with respect to implementation, that idea of what can I leave out? And it's natural for teachers to leave out the parts they're not as comfortable with and to lean on the parts that they know. But I think over time, we need to think about how to make sure we address the full curriculum. So I'll turn it over to Eric and Pierre to facilitate a discussion about these questions. Donc, merci, Christine. Donc, vous voyez les questions à l'écran à la lumière de ce que Christine vient de nous présenter. Comment avez-vous répondu à la question lors de la mise en œuvre et est-ce que vous avez encore des difficultés au niveau de répondre à l'ensemble des attentes du programme cadre? Je ne vois pas, Pierre, s'il y a quelque chose dans le clavardage. Encore, je pense que les gens sont en réflexion. C'est le temps de... Même si vous n'avez pas la réponse, dites-nous si vous avez encore ces inquiétudes-là, parce qu'on peut les adresser lors du prochain réseau d'apprentissage aussi, là. Moi, je vais y aller bien honnêtement. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans le cours. Comme dans mes cours de 9e année en ce moment, là, je n'ai pas le temps d'aller voir, je n'ai pas le temps de voir quelles sont les évaluations qui sont données. J'ai juste le feedback de mon équipe de la réussite quand on va les donner des élèves. Donc, je ne connais pas les tâches, s'ils sont corrects. Je ne sais pas s'il y a des choses qu'ils font pas. J'ai mon RDD, mais lui aussi, il est en 2 sur 2 en ce moment. Il est pris jusque-là. J'en ai pas la moindre idée. Merci pour ta franchise. Oui. Tania. C'est ça. Nous, on n'a pas commencé encore. On n'a pas commencé avec le nouveau cours, mais c'est que les échos que j'entends, c'est avec encore relié avec le volume à enseigner, c'est que je m'inquiète que les enseignants vont choisir des choses qui sont confortables. Puis si, par exemple, comme nous, on est chanceux parce que nos enseignants font le collage. Alors, pour eux, ça, c'est facile pour eux. Mm-hmm. Mais la littératie financière, par exemple, ou socio-émotionnelle, ça, c'est la partie... Le socio-émotionnel, c'est la partie qui, pour eux, c'est comme... What? C'est quoi ça? Fait que j'ai pas une réponse pour vous, malheureusement, j'ai pas de réponse, mais c'est toutes des questions, ils s'inquiètent, ils savent pas à quoi s'attendre. Fait qu'ils pensent que ça va être comme mode survie, le 2e semestre. Ça va être mode survie. Merci Tania, je vois Yves. Je reviens un peu sur ce que Pierre avait demandé, c'est d'exprimer également les soucis pour la formation que j'ai notée, que je vais partager également chez nous. Pas pour détraquer sur la question, mais en tentant de répondre ceci ou de l'adresser avec mes gens, sachez qu'il y a beaucoup de ces discussions-là ont ressorti
lors des suivis avec l'équipe de réussite. Parce que là, on parle d'élèves qui sont en échec et puis forcément, il y a un lien. Là, il y a toute la question d'échelon local versus le cours W. Puis, bon. Puis je ne sais pas si ça va être approprié ou possible de l'aborder dans la formation qui va avoir lieu au mois de mars. Mais un des commentaires qui est ressorti à maintes reprises était le fait que les élèves semblent avoir perdu des habitudes de travail. La pandémie, évidemment, avec tout ce qui se passe, ils n'ont pas les habitudes de travail. Les enseignants n'en revenaient pas comment est-ce qu'ils devaient être explicites. Fais ceci, écris ça là, mets ça là. Puis juste des questions d'organisation qu'on tu prends pour acquis, puis il semblait avoir presque tout perdu. Puis le fait que chez nous, c'est une école 9-12, donc les élèves arrivent des écoles nourricières, puis l'écart est incroyable d'une école à l'autre. Ça dépend de ce qui s'est passé en 8e. Puis, bon, on a tous vécu ça en virtuel. Donc, les habitudes de travail ont été très difficiles. Donc, quand on abordait ceci, je leur disais, écoute, assez de toucher à chacun. Il faut aller chercher l'essentiel. Puis, ce que Christine a partagé, le fait qu'on veut miser sur les éléments où on est à l'aise. Donc, on se dit, bien, ça, c'est du nouveau, puis on va y arriver d'ici 1 an ou 2 quand on a le temps. Mais c'est qu'on n'aura jamais le temps. Il faut faire le temps, il faut planifier en conséquence. Donc, dans tout ceci, on essaie d'arriver à des stratégies pour être capable d'adresser ces écarts-là, d'adresser la question d'enseigner les habitudes de travail. Donc, j'aurais dit, les premiers cours que vous allez faire, sautez pas dessus dans la mathématique, établissez les normes, établissez les attentes, donnez-leur les habitudes, modélisez-le, montrez-le, soyez très explicite. Puis ça fait curieux d'avoir ces discussions-là en 9e année, quand on parle de choses peut-être de l'élémentaire, mais bon, il fallait les mettre sur pied égal parce qu'ils trouvaient qu'ils ne pouvaient pas arriver à adresser les attentes, le contenu du cours, parce qu'ils passaient leur temps là, avec différents élèves à essayer d'établir tout ça. Là. Donc, je m'arrête là, mais je croyais bon pour les ressources à venir. Merci. D'accord. Donc, continuons, Pierre. Mm-hmm. Excellent. Donc, suggestion que vous pourriez proposer aux enseignants pour répondre aux élèves, aux divers besoins des élèves en salle de classe, donc au niveau de la différenciation pédagogique. Puis par la suite, si on a le temps, Christine va vous donner un exemple de problème, donc low floor, high ceiling, là, donc, dans lequel c'est plus évident de répondre aux besoins. Puis ça serait peut-être une approche à préconiser. Donc, premièrement, je vais afficher les questions dont se posent peut-être les enseignants présentement. Donc, je vais devoir diminuer mes attentes en salle de classe. Il n'y a pas assez de ressources. Je ne peux pas préparer 30 leçons différentes pour répondre aux besoins de tous mes élèves. Certains élèves ont beaucoup de retard, autant que ce soit au niveau des concepts, au niveau des HH, comme le disait Yves. Ils ne pourront pas suivre ce cours. Je vais devoir créer des groupes de différents niveaux à même ma classe. Okay? Donc, ça, c'est peut-être des choses qu'on entend présentement. Okay? Donc, ce que vous pourriez suggérer justement pour éviter ce genre de phénomène, donc organiser des activités qui permettent de connaître les élèves pour établir un profil de classe, comme le disait Yves, mieux comprendre leur histoire, tenir compte de leurs besoins, leurs expériences, leurs intérêts et aussi de leurs acquis. Donner aux élèves des occasions de développer leur capacité de s'auto-évaluer, de transmettre de la rétroaction pour adapter l'enseignement. Donc, ici, on parle de passer par l'Inukshuk. Donc, ça, il n'y a rien de nouveau ici. Là. Donc, c'est la rétroaction, c'est l'autorégulation. Adopter différentes stratégies, entrevues, questionnaires, sorties pour entendre chaque élève individuellement, donc pour maximiser nos occasions de triangulation. Revisiter les stratégies de différenciation pédagogique, tout en veillant à ne pas cloisonner justement une classe décloisonnée. Donc, pas créer un groupe fort, un groupe faible à même la classe. Mm-hmm. Communiquer avec l'équipe de l'enfance en diff, parer pour revoir des PEI des élèves, s'assurer que présentement, dans mon enseignement, je suis en train de mettre en œuvre les adaptations que je devrais être en train de mettre en œuvre, adopter une pédagogie adaptée à la culture et aux besoins. On parle ici de nos apprenants de la langue, de nos nouveaux arrivants, donc s'assurer que notre pédagogie est apte et est adaptée. Donc, quelles suggestions apporter aux enseignants pour les aider à répondre aux divers besoins des élèves en classe? Donc, donner des occasions aux élèves de développer leurs compétences. Les élèves peuvent choisir un atelier ou un centre
en fonction des compétences qu'ils souhaitent développer. Ici, c'est clair que ça va être un défi de planification, mais justement, si les enseignants se résolvent puis travaillent en équipe, puis il y a beaucoup d'enseignants, comme le disait Caroline tantôt, qui enseignent le cours, les banques de problèmes se développent à même l'école. Pensez comme accompagnateur durant les tâches riches, donc sans plafond ni plancher, observer les compétences améliorées, prendre le temps de proposer un enseignement explicite et des exercices pratiques. Donc, l'enseignant, son mindset doit changer. Donc, oui, je vais avoir des temps, des moments où est-ce que je vais être en enseignement explicite, parfois même au grand groupe. Mais bref, en général, je dois penser que, OK, j'ai une classe avec des profils différents. Il va falloir penser différemment pour intégrer ce qu'on a besoin d'intégrer en salle de classe, pour y arriver finalement. Donc, je pense que ça, c'est des suggestions, même des questions dans votre leadership, puis dans votre monitorage qui va les aider à aller là où ils doivent aller. Donc, au niveau des discussions, donc là, maintenant, c'est l'heure de la troisième discussion. J'aimerais vous entendre là-dessus. Donc, ce qu'on vous demande, ce qu'on demande aux enseignants, c'est quand même pour plusieurs un changement de culture. En 7e, 8e année, j'entends ce que je vois et ce que j'entends, c'est qu'il y a déjà des éléments de ça qui sont intégrés. Donc, comment est-ce que vous allez aborder ça avec vos profs de 9e? Comment est-ce que vous avez déjà débuté à aborder ça avec vos profs de 9e, malgré le fait que possiblement que les CAP et les équipes de collaboration sont de plus en plus difficiles à avoir. Là. Donc, je vois Chantal et Tania. Merci. Alors, chez nous, ce qu'on a fait, puis pourrait peut-être... On y a mis le paquet. Alors, toutes nos ressources, EED, Paré, même l'orientation, qui ont des périodes disponibles, ils ont mis le paquet là-dedans, puis ils ont pris les élèves en petits groupes selon les besoins des élèves. Alors, on faisait ça vraiment comme en format de clinique. Fait qu'une couple de fois par semaine, chaque personne prenait un petit groupe d'élèves. Ils étaient placés en équipe par l'enseignante du cours. Et puis, selon les difficultés rencontrées par un groupe d'élèves, ils travaillaient, ils faisaient une clinique sur ça, puis l'autre personne dans un autre local faisait une clinique ici, puis une clinique là. Fait qu'on avait vraiment mis le paquet avec notre équipe déparée pour montrer là, que ça allait être un succès avec ce cours-là, puis comme ça, les autres personnes allaient avoir moins peur par la suite pour la mise en œuvre du cours. Merci, Chantal. Peux-tu nous parler un peu plus du contexte de ton école? C'était-tu juste un groupe, petite école, grosse école, plusieurs enseignants, juste pour nous donner une idée? Puis dis-nous, t'es où? Oui, je suis avec le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Je suis présentement dans c'est une petite école, oui, à Brockville. Donc, on est 350 élèves à peu près. Là. Fait que, en ce moment, on a un cours au premier semestre. Et puis, c'était un petit peu comme mettre ses orteils dans la piscine pour essayer l'eau, là, pour voir comment ça irait. L'an dernier, j'étais à la plus grosse école du Conseil, qui est Franco-Cité, mais on aurait pu facilement faire la même chose. En fait, ça aurait été probablement encore plus efficace avec le nombre d'enseignants ressources, le nombre d'enseignants Paris qu'on avait dans cette école-là. Ça aurait été probablement quelque chose que j'aurais fait avec eux de toute façon. Ça fait que on a été capable de le faire. Ouais. Fait que c'est un beau succès. Puis ça a démystifié beaucoup le décloisonnement pour les autres enseignants aussi, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui jouaient là-dedans, parce qu'on sait que ça s'en vient pour d'autres cours. Puis il y a tous les cours de 10e année là, qu'il va falloir aborder l'année prochaine aussi. Fait que ça a aidé à démystifier puis à sécuriser un petit peu le personnel pour cette année et l'année prochaine. Alors, si vous voulez avoir plus d'infos, écrivez à Chantal. J'imagine que c'est blanchant@écolecatholique.ca, c'est ça? Si tu veux vraiment, c'est blanc, BLANCC @écolecatholique. Ah, CC, OK. Ouais. Super, merci pour ton partage. Bon. Tania? Oui. Fait que là, je ne peux pas parler du côté de mathématiques. Par contre, je peux parler du côté comment créer les classes. On est une école secondaire, on est petit. Mais par contre, pour la première fois, nous avons 2 groupes de 9e année. Pour la première fois dans l'histoire de l'école, on a 40 élèves en 9e année. Fait que là, wow! Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'avant, c'était toujours tout le monde dans la même classe. Tout le monde dans la même classe. Théorique, appliqué, échelle locale, anglais comme langue seconde, ou français comme on avait tout.
puis depuis l'existence de l'école. Mais quand on a créé les groupes de 9e année, j'ai eu des commentaires comme, ben OK, on va mettre tous les élèves qui sont comme appliqués dans une classe, en groupe ensemble. Puis là, finalement, on s'est dit, sais-tu quoi? Non, on ne va pas faire ça. Fait qu'on a regardé le côté santé mentale, on a regardé, assurer que tout le monde avait au moins une amie dans un groupe, et puis on a modifié si nécessaire. Alors, les élèves appliqués, échelle locale, ont été divisés, on avait 2 groupes égaux, on va dire ça, ou égal. Ouais. Égal. Et puis, c'est quoi, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien parce qu'ils ont au moins quelqu'un avec eux. Côté clinique, que Chantal parlait, nous, on peut mettre orientation, EED, on est capable de faire ça aussi, où on peut prendre un petit groupe et concentrer sur une leçon. Oui, c'est ça. Nous, on peut faire ça aussi, puis c'est quelque chose qu'on va faire, c'est certain. La chose, qu'est-ce qui m'inquiète, moi, personnellement, en tant que directrice, c'est que l'année prochaine, on a comme un élève en 8e année qui, on va recommander échelon local, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait avec nos élèves échelon local dans le sens qu'on le met dans un cours comme ça? J'ai peur du côté encore santé mentale où son esprit, sa confiance en soi va diminuer. Fait que ça m'inquiète un peu. Ça, c'est mon côté de santé mentale où je m'inquiète de l'élève qui va être mis dans un cours comme ça. Et puis, sachant que le jeune, ça va être très difficile. Est-ce que je peux répondre, Pierre? Oui, vas-y. Je t'ai suggéré, s'il y en a qui ont eu le cours au premier semestre, comment vous avez... Il y en a sûrement des élèves d'échelon local qui étaient dans des cours. Là, comment vous avez fait ça? Vas-y, Éric. Ben, il y a 2 points. C'est que, premièrement, à ma connaissance, les cours élaborés à l'échelon local existent encore. Donc, il existe encore, c'est encore une option. Mais je comprends ton idée, Tania, de vouloir essayer à tout prix de le mettre dans le cours 1W. Mais à un moment donné, ça devient une question de l'équipe de la réussite. On ne veut pas un cours échelon local pour un élève, parce que ça, ce n'est pas bon non plus. C'est avoir l'élève isolé. C'est comme... Ouais. Moi, je comprends le dilemme dans ton contexte de plus petite école. Mais à un moment donné, je veux dire, je te comprends. C'est une bonne intervention, mais moi, je voulais juste préciser le fait que le cours existait encore. Oui. Si je peux, Chantal, on a été obligé de le faire chez nous parce qu'on a un cours de mathématiques 9e année en ce moment. On avait un élève là-dedans qui, de toute évidence, aurait dû être placé dans un cours d'échelon local. Puis je suis nouvelle à cette école-là depuis septembre, fait que c'est pas moi qui ai créé l'horaire. OK, je veux juste dire ça. Là. Mais donc, il n'y avait pas l'option de cours d'échelon local. Ils l'ont mis dans le cours 1W. La volonté des parents, c'était qu'il soit dans le cours 1W aussi, et on sait qu'est-ce que ça donne, souvent. Mais en bout de ligne, on s'est juste ajusté, puis il a fallu laisser tomber certains contenus là, qui étaient juste trop à l'écart de la compréhension de cet élève-là. Puis on a fini par élaborer un cours échelon local à l'intérieur du cours 1W. Puis il va finir avec son crédit 1L, même s'il a suivi le cours, même s'il a été assis dans la salle de classe 1W. Moi, je vais lui octroyer le crédit de 1L pour qu'il vive du succès. Puis il a vécu du succès dans les contenus sur lesquels on s'est concentré avec cet élève-là. Alors, ça a été notre façon de le faire à l'intérieur du cours. C'était comme la différenciation au gros max. Là. C'est un très bon point, Chantal. Puis je pense que c'est un peu ça qu'il ne faut pas qu'on oublie. C'est que souvent, on octroie un crédit 1L, puis le réflexe des écoles, c'est d'aller chercher les vieux cartables de 2008, là, de maths 1L, en pensant que il faut suivre ça à la lettre pour un cours 1L. Chantal vient de le dire, un cours élaboré à l'échelon local est justement élaboré à l'échelon local pour répondre aux besoins des élèves. Je pense que ça, c'est important. Ce qui avait été produit dans le passé par le Centre Franco, je crois, c'était un exemple d'un cours qui pourrait être offert à un élève. Okay? Yves? J'ai beaucoup apprécié ce que Chantal a dit. C'est exactement ce qu'on a fait ici aussi. C'est une petite école. On a 3 sections de mathématiques 1W. Et puis, dans ces cours-là, on avait exprimé les défis avec des élèves qui devraient être échelon local, soit
le parent n'a pas voulu ou suite aux recommandations. Puis encore, on les reçoit de différentes écoles nourricières. Donc, un aspect qui était important pour certains de ces élèves-là, c'était de maintenir le social. Il n'y avait pas question de les enlever de leur groupe classe, mais pas capable de réussir. Donc, on s'est entendu, on travaille avec l'équipe de réussite de les retirer ici et là, quelques jours, de façon pas nécessairement spontanée, mais quelques fois dans une semaine, et de travailler avec eux au centre de réussite, puis on les regroupait. Et les tâches qu'on leur donnait suivaient peut-être pas à la même profondeur ou complexité que ce qui se passait en salle de classe, mais on tentait de faire un certain parallèle pour qu'ils puissent retourner en salle de classe et travailler leur cours. Donc, comme indiqué Christine tantôt, low floor, high ceiling, ça s'applique très, très bien dans ce contexte-ci avec le concept de codage ou de littératie financière. Et on faisait des parallèles et on adaptait les questions, les activités, le travail. Et c'est de même qu'on est arrivé à bout. Donc, on tire à la fin notre premier semestre avec ça. Et puis, ça a été intéressant, on va dire, surtout maintenant qu'on retourne en virtuel, tout ça, et de retour ensuite en présentiel. Les élèves, je crois qu'ils vont bien réussir, mais tu vois, sont plus heureux. Ils se sentent comme ils font encore partie du groupe, mais on adresse leurs besoins. Donc, presque identique à ce que Chantal a fait. Merci. Puis je pense que c'est une bonne pratique à mettre sur la table aujourd'hui, étant donné justement que le cours de maths 10e semblerait-il sera décloisonné, pas l'an prochain, mais l'année d'après, selon ce qu'on entend, puis le cours de sciences. Donc, ça va revenir autour des tables. Pierre, je vais poursuivre si ça ne dérange pas. Merci. Donc, d'accord. Donc, rapidement, des ressources pour vous en français et en anglais. La présentation vous sera partagée à la suite. Nous tenions à vous partager les ressources qui existent présentement. En français, vous allez voir qu'elles sont moins nombreuses, mais il y en a quand même. Donc, à partager à votre personnel. Christine, crois-tu qu'on aurait le temps de faire un survol de la résolution de problèmes, s'il vous plaît? Oui, merci. So I'm just going to do a quick walkthrough of just to make sure to reinforce that we know that there are resources out there to help teachers. And I'm just going to walk through this resource. I know you're not teachers, you're pedagogical leaders, but you might want to be aware of this, these kinds of resources. And, it might be the kind of thing you might want to do a lesson study with your math teachers with. So this is actually from FMO as well as OAME. They were partnered with the ministry who provided funding for them to develop resources for this curriculum. And so this is one particular activity. The slides I'm showing you are taken right from this resource. So it's not as though we've created them and you'd have to, create them. It's a sample of what's out there. And this really is dealing with financial literacy, but as you can see, it's dealing with a lot more. It's borrowing money at what cost, and it is working through borrowing money to purchase a car. Now, that might not be relative whatsoever to the students in your school. Maybe they might be interested in buying a snowmobile, as I look outside my window here, or an ATV, or a boat, depending on where you live. Or perhaps it doesn't make sense to have that conversation at all for them to be purchasing something individually. So maybe they're figuring out how much it would cost to buy a team bus for one of the sports teams. So if we go to the next slide, you can see that there are many different resources. So in other words, there's different vocabulary around financial literacy, and this is introduced within this activity because the vocabulary would be new. Many different things, interest rates, the amount of financing, what we mean by initial down payment, etc. So again, that information is there. And on the next slide, you can see that these are different kinds of situations that perhaps the teacher might hand out. Those 4 scenarios on the left might be individual cards that the teacher might hand out. Or maybe rather than
the teacher deciding what car they're going to buy. I know I've often done an activity with this, and I've had them look at the car trader, auto trader, or bring in some of those pamphlets that you kind of get free in the corner in those bins, and let the student pick out a car that they'd like to buy. And then to be figuring out, the taxes, how much they might have to put down, and to vary different things. So in other words, how many months do I want to pay this? 4 years? Sometimes we can get financing over 7 years for a car. So there are lots of different discussions that can occur with this. But basically, they'd be figuring out using an online auto loan calculator. And the link is there. Everything is there in this resource, and they can then use that to try different scenarios and compare, how long they'd like to finance the car, or compare different amounts that they put down. And then on the next slide, you can see that they then can keep a record of the different scenarios that come up to see what actually is the total cost of the car by the time you've made all those payments, based on the interest rate, et cetera, et cetera. So there are lots of different things that come up in this. And kind of the nice thing, if we move forward on the next slide, is depending on what kinds of comparisons you want to look at, whether you want the cost of the car based on your down payment, or the cost of the value of the initial payment, how that affects your monthly payment, you actually get different kinds of graphs, which is a really big idea in that new grade 9, in the new grade 9 course. And so often people can think of linear relations, but sometimes it's harder to think of the others. So they could be using some of the technology like Desmos that most teachers are familiar with, and have students come up with these different kinds of graphs. And on the next slide, you'll see that this is one of those activities. And the teacher could make it as low floor, high ceiling as they want. When you start to allow the students to make many, many choices, I see that we increase that low floor, high ceiling component. But you can see that we actually have covered many different strands in this. We've covered some of the strands around social emotional learning. We've covered the strands about students making connections between mathematical ideas. They've done some work in the strand on number by looking at percentages. They've done quite a bit of work on the C strand, which is algebra, looking at different kinds of relations. They've done a little bit of work on mathematical modeling, and they also have then done some financial literacy in terms of comparing the impact of different interest rates and lengths of borrowing time. So it's one of those activities that you might want to share or bring to the attention of your teachers, that look at the number of expectations by engaging students in this activity that I would be able to tap into, and would be a nice example for something to go into a spiraled curriculum. And there are other problems. There are problems that involve mathematics, some coding, mathematical modeling, all in that resource. And I'm sure there are other resources as well. So I'll hand it back to you, Eric. Donc, merci, Christine. Donc, bref, nous aimerions à ce moment-ci, parce qu'on tire vers la fin du webinaire, juste revenir sur des stratégies de leadership pour vous appuyer lors du prochain mois. Donc, n'oubliez pas de partir de leçons existantes et favoriser du co-apprentissage avec les CAP qui commencent à être de moins en moins accessibles pour plein de raisons. Cibler des moments pédagogiques lors des réunions du personnel, parce que je crois que l'apprentissage des mathématiques et le décloisonnement appartient à tous. Donc, co-apprentissage à partir de leçons existantes. Des billets de sortie. Donc, que feriez-vous différemment après la séance d'aujourd'hui? Donc, par exemple, des suivis réguliers avec les enseignants et les élèves pendant et après les leçons, lorsque possible. J'en conviens là, que c'est qu'on a moins de temps, mais tenter des suivis réguliers, surtout auprès des RDD, des RUA.
Utiliser cet exemple en tant que leçon de modèle en CAP. On en a parlé, bilan et échange sur le travail des élèves après les leçons, donc analyser des preuves d'apprentissage et réfléchir à comment cette leçon peut susciter l'engagement des élèves dans les processus mathématiques. Okay? Donc, nous arrivons à notre dernière diapo et Pierre, tu prendras la parole dès que tu voudras la prendre, mais pour annoncer le prochain réseau pour lequel je serai encore l'animateur avec Pierre et avec Christine. Donc, ce sera le 17 février à 13h en français. Pierre, est-ce que l'invitation est déjà envoyée ou pas encore? Je le fais immédiatement suivant le webinaire d'aujourd'hui. Je ne voulais pas confondre les gens. Excellent. Alors, vous allez le recevoir, si vous êtes membre de l'ADFO, vous allez le recevoir là, dans un courriel qui vient de l'ADFO. Et puis, j'ai mis le lien dans le clavardage pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, vous aurez accès tout de suite si vous voulez aller l'ouvrir. Et je vous demanderai de prendre 1 minute pour aller remplir le formulaire d'évaluation. Il y a une question à la fin où on vous demande c'est quoi que vous voulez qu'on aborde à ce prochain réseau d'apprentissage professionnel. Alors, le lien est là. Si vous pouvez prendre 1 minute, c'est vraiment juste quelques questions, puis aller faire ça. Alors, donc, moi, je veux remercier Éric. Éric et Dr. Surtam, c'est toujours un plaisir d'animer avec vous. Merci pour votre temps, merci pour votre engagement dans ce projet-là. Et puis, Éric, je ne sais pas, un petit mot de la fin. Christine, vouliez-vous dire au revoir? Oui, absolument. Ben, merci, Pierre. En fait, je veux juste préciser qu'au programme, le 17 février, je ne l'ai pas dit tantôt, c'est de ma faute. Donc, nous allons vouloir aborder la thématique de l'évaluation, mais justement, comme Pierre le disait, dans le formulaire d'évaluation, nous allons prendre en considération vos préoccupations pour préparer la prochaine rencontre. De mon point de vue, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps, malgré cette semaine assez turbulente, si on peut le dire, en Ontario et en éducation. Donc, d'avoir pris le temps pour investir en vous, investir dans un réseau d'apprentissage professionnel avec vos collègues en province de la DFO. La participation est très appréciée. Je pense qu'au maximum, tantôt, j'ai vu 25 participants donc, qui ont pris le temps aujourd'hui, malgré la pandémie en virtuel, d'être avec nous. Donc, merci beaucoup. It's great. Thanks so much. It is amazing that you're all here and stay safe and take care. Merci beaucoup.